GameStop. Cette folie boursière en ce moment, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Des petits porteurs, tout petits, qui ont joué avec quelques dizaines de centimes parfois, ont réussi à contrecarrer la stratégie de fonds spéculatifs. Alors sur une valeur, dont on a beaucoup parlé ce matin, mais apparemment, c'est pas la seule valeur. Salut Anis, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de l'actualité cette semaine, c'est GameStop. Qu'est-ce Exactement. que tu en penses? C'est je suis partagé entre dire que c'est une belle histoire où Ouais. on a l'arroseur, c'est l'histoire de l'arroseur à arroser, tu vois, Ouais. du méchant hedge fund qui a voulu attaquer une société pour la pénaliser d'une certaine façon, tu vois. Et de l'autre côté, des petits qui s'organisent. Bon, des petits plus ou moins gros, mais qui est une communauté qui s'organise pour attaquer le prédateur. Et donc c'est une belle histoire. Ça fait un peu une histoire c'est limite une histoire de romancée, une histoire quasiment fictive, mais sauf qu'elle se passe pour de vrai. Donc GameStop, c'est une société de jeux. Ils ont plusieurs milliers de branches à travers le monde. Ils vendent des jeux vidéo et ils sont cotés en bourse. La cote a commencé à battre un peu de l'aile depuis un petit moment, l'action. Quand tu dis donc les prédateurs sont ce qu'on appelle les hedge funds, les investisseurs qui vont parfois investir. Dans leur investissement, eh bien ils font peut-être prendre des risques ou du moins risquent que cette société elle explose, enfin qu'elle se finisse en faillite, quoi, elle disparaisse complètement. C'est ça? Juste pour prendre un peu de hauteur par rapport il faut expliquer juste d'abord un peu les différents fonds. Donc quand les gens ont de l'argent, soit ils veulent l'investir pour leur retraite, donc ça c'est les fonds, donc c'est les fonds de retraite, ou sinon ils vont les investir dans les assurances vie, ok. Et sinon il y a une troisième catégorie, ce sont les requins, c'est vraiment les méchants de la finance, c'est les fonds spéculatifs, donc les hedge funds. Eux, ils n'ont qu'un objectif, c'est le rendement, le return. Il faut savoir que ces gens, le ticket d'entrée pour aller chez eux est assez gros. Il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer à leur confier votre argent, bien que ça se démocratise de plus en plus. Donc il faut de l'argent pour beaucoup d'argent pour justement rentrer dans le jeu. Et pourquoi eux ne sont guidés que par le rendement? Parce qu'en fait, ils touchent deux choses. Ils touchent les fees, c'est-à-dire les frais. Donc en général, c'est 2% des montants investis. Ça, c'est pour payer Bloomberg, les bureaux, la secrétaire, etc. Ou le secrétaire. Et de l'autre côté, ils touchent 20% des gains. Donc plus ils font de gains pour leurs clients, et plus ils gagnent, parce qu'ils gagnent 1/5 des gains qui sont faits. Voilà ce que c'est qu'un fonds spéculatif. Et lui, il n'a qu'une dimension, c'est la dimension de la rente, du rendement. C'est-à-dire, tu me donnes 100, je vais te prendre 2 en fees, et je te garantis que je vais te faire du 20%. Et sur les 20%, je vais prendre 20% des 20%, ça fait 4. Donc en tout, je vais prendre $6, mais toi, tu en auras $14. Et si tu veux comparer ces $14 à ce que tu aurais touché si tu l'avais mis en banque, eh ben c'est juste énorme. Parce qu'en banque, si tu mets $100, t'as rien. Tu vois, et même si tu prêtes à l'Allemagne ou à la France, t'as du négatif. Donc si tu prêtes en obligation, c'est-à-dire par de la dette, de la dette avec intérêt. Donc en gros, c'est extrêmement intéressant pour les clients. Ouais, ces gens sont devenus un peu les stars du marché. Pourquoi? Parce que à cause de l'action des banques centrales, il n'y a plus de rendement avec les actifs qui sont à peu près sûrs, qui est les dettes d'État, les dettes de multinationales, etc. Donc, on se dirige de plus en plus vers ces requins pour que eux aillent jouer aux prédateurs et vous donner du rendement. Et c'est des gens assez smart. Ça, c'est des gens intelligents et smart. Ils embauchent les plus grands de Harvard, du MIT, de Cambridge, de Polytechnique, soit pour leur créer les modèles, soit pour investir, etc. Parce qu'il faut avoir quand même les nerfs solides pour y travailler.
Et il faut qu'il y ait de la jugeote, il faut que ça aille vite. En gros, ces gens-là, au lieu de travailler dans de la recherche pour des choses qui servent, ils vont travailler dans ça. Et ils n'ont que la dimension du rendement, aucune dimension sociale, aucune. Okay, et aucune dimension humaine. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le ressentiment. Tu vois, ils travaillent, sont complètement détachés. Tout est que chiffres, quoi. C'est du PNL à la fin, et regarde si... s'il faut attaquer une entreprise, la démonter pour qu'elle fasse faillite et que eux gagnent de l'argent, c'est tout ce qui compte. Derrière, alors il faut bien comprendre ça, hein, parce que c'est un peu l'idée de Mandeville, tu vois. C'est que un peu, et dans une moindre mesure, Adam Smith, Turgot, etc. C'est que derrière eux disent faire le bien. C'est que eux, en gros, c'est des darwinistes. Ils sont là pour justement ces fonds spéculatifs. Et donc pour faire de la spéculation, pour arbitrer, pour faire en sorte, ça c'est la grosse, c'est le grand mythe de la finance. Hein, et ils sont là pour l'efficience du marché. Mais c'est un énorme mensonge en fait. On en parlera en fait si tu veux. Ouais. Alors justement, donc toi tu dis ils sont particulièrement doués, effectivement, ils font gagner beaucoup d'argent à leurs clients. Sauf que cette semaine, il s'est passé quelque chose. Il y a un truc qui n'était pas prévu. Là, on le voit sur la courbe là. Donc ça c'est la courbe, donc l'action de GameStop, hein, qu'on voit qui est vraiment très très basse, et d'un coup, donc qui correspond à cette fin de janvier 2021, on voit la courbe exploser, littéralement, mais pas dans le sens négatif, là dans le sens positif. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Et pourquoi ça fait autant de remous? Alors, les fonds spéculatifs ont plusieurs palettes pour faire de l'argent. Ok? Donc, ils peuvent soit faire du forex, de l'equities, donc ce sont des actions. Le forex, c'est le change, ou ils peuvent faire du crédit, des CDS. Ils ont toute une palette pour faire de l'argent. Donc là, on est vraiment dans le monde de l'equities, c'est-à-dire dans le monde des actions, c'est-à-dire dans le monde des sociétés directement, leur valorisation. Et pour faire de l'argent, ils peuvent soit acheter l'action, c'est naturel, pour toucher des dividendes, mais ça, c'est Papi qui fait ça, c'est pas les hedge funds. Ça, tout le monde est capable de le faire. On n'a pas besoin de confier notre argent à des hedge funds pour le faire. Donc, eux, soit ils font ça, ou soit ils font de la vente à découvert, c'est-à-dire qu'ils vendent quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils vendent l'action parce qu'ils la trouvent trop élevée, et ils la vendent en attendant qu'elle baisse pour la racheter. Ça, c'est, j'expliquerai un peu mieux là, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Ou soit ils font des options, c'est-à-dire que c'est des options dérivées, c'est des droits d'achat ou de vente sur l'action. Là, ce qu'ils ont fait, c'est de la vente à découvert. Donc, c'est quoi la vente à découvert? Donc, imagine, t'es dans la rue, il y a une maison, elle te plaît pas, et moi, je te dis, tu sais combien elle coûte cette maison? Elle vaut 5 millions de pounds. Et toi, tu dis, c'est pas possible, 5 millions. Bah, elle en vaut même pas 3. Et hop, tu décides de la vendre. Eh ben, dans la vraie vie, on peut pas le faire. Pas vendre quelque chose qu'on trouve cher. En finance, on peut le faire. On peut vendre quelque chose qu'on trouve cher. Et le but, c'est de le racheter après. C'est ça qui est fort, c'est que tu peux vendre sans l'avoir acheté. Exactement. Entre-temps, entre le moment où tu as vendu et le moment où tu as acheté, tu fais ce qu'on appelle du pré-emprunt. C'est-à-dire que tu vas emprunter l'action à quelqu'un. Tu dis, écoute, prête-la moi, je vais te la rendre dans 2-3 semaines et en échange, je te paye des frais. C'est-à-dire que ceux qui aident l'entreprise à se faire démonter, ce sont les mêmes qui possèdent les actions. C'est beau quand même. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Tu sais, c'est tout ça, c'est de la théorie des jeux. Eux, ils se disent, moi, si je prête pas mon action, quelqu'un d'autre va la prêter. Donc, je vais prêter mon action, je vais me faire un petit rendement, ce qu'on appelle le repo. C'est comme des taux d'intérêt sur l'action, tu vois. Genre, je la prête. C'est comme si tu louais, en fait, une part de la société, mais c'est comme si tu louais un appartement. Ils te donnent un loyer, mais qui est que dalle par rapport aux gains qui peuvent se faire. Par exemple, s'ils pensent que la boîte va perdre 10-20% dans les prochains mois, ils s'en foutent de payer un repo qui est 1%. Donc, sur 6 mois, ça va leur coûter que 1,5%. Donc, ils ont fait ça, mais ils se sont brûlés les doigts. Parce que, ils ont touché à quelque chose. Ils ont touché au cœur. C'est-à-dire qu'ils ont touché, GameStop, qui tenait au cœur d'une communauté de gamers et qui sont venus et qui les ont attaqués. L'image que j'ai donnée, alors, vraiment, au tout début de l'histoire, c'est
l'idée du requin qui attaque les sardines, qui sont les retailers. Les retailers, c'est-à-dire, c'est les particuliers, les investisseurs particuliers, les petits punters, les petits spielers, les petits investisseurs. Donc, normalement, c'est ça qu'on voit. C'est ce que je t'avais dit dans une des vidéos. Tu peux pas te battre contre ces gens. Et je t'avais dit, l'idée que je t'avais dit, t'es dans la plage, tu peux pas jouer contre Messi, Iniesta, etc. Ben, en fait, ils ont démenti, les gars. Ils ont montré que quand ils s'unissaient et qu'ils étaient nombreux sur la plage, ils ramenaient toute la plage, eh ben, ils pouvaient battre même le Barça. Ils étaient 1000, Barça, ils étaient 11, ils les ont démontés. Voilà, c'est ce qui s'est passé, en gros, avec les gamers. Alors, tu vois, il y a le mythe, la belle histoire. À un moment, il faut un peu redescendre sur terre. Cette communauté, elle s'est mise en place justement, tu l'as parlé à travers de plateformes. Donc on a parlé de Reddit, il y a la plateforme aussi d'échange qui est très appréciée par les gamers, et Discord absolument, qui est aussi très apprécié par les gamers. Ils se retrouvent pour pouvoir discuter, échanger. Mais il se trouve que voilà, il y a Wall Street Bait qui fait vraiment, qui attire énormément de ces participants-là pour justement coordonner leur action d'achat massif de cette action. Et il se trouve qu'il y a une histoire derrière, certains qui s'expriment ou qui ont été très actifs, c'est que parfois c'est des jeunes qui dont les parents ou dont la famille par exemple a souffert de la crise financière de 2008. Ça, c'est pour la belle histoire. Je pense que ça existe. Est-ce que ça a joué ou pas? Non, mais ça, là, je pense que, tu vois, l'erreur, ça serait de dire l'histoire. Ouais, de dire qu'ils sont tous les mêmes. Tu vois? Ouais. C'est clair qu'il y a un ressentiment de la société contre la finance. Il y a un ressentiment. On les a sauvés en 2008. Et derrière, on s'est mangé 10 ans d'austérité. Tout à fait. Donc, tu vois, on les a sauvés en 2008. En 2011, il y a eu Occupy Wall Street. On les a sauvés en 2008. On a eu les gilets jaunes, les profs, les hôpitaux dehors. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que nous, on les a sauvés. Et eux, derrière, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, je montrais ce matin ça sur Twitter. Là, ils ont continué dans leur logique ancienne de la spéculation, de l'argent roi, de la dépossession de l'immobilier, etc., des logements, des gens qui n'arrivent pas à payer, même pendant la crise sanitaire de 2020. Donc, c'est des gens, ils ont aucune conscience, aucune âme. Et d'une certaine façon, donc, oui, il y a du ressentiment contre ces gens-là. Donc, le cœur a parlé. Je sais pas si c'est la bonne partie du cœur ou pas, c'est peut-être plutôt la vengeance dans ce cas-là. De l'autre côté, il y a aussi ceux qui ont voulu aider ce magasin, peut-être parce que maintenant tout est digitalisé, etc. Je pense pas qu'il y ait énormément de gamers qui vont acheter leurs jeux physiquement dans un magasin. Donc ce business model était mort avec la crise du Covid. C'est pour ça qu'ils se sont fait attaquer par les spéculateurs, par les hedge funds. Mais aussi, je pense, pour pas idéaliser, il y a des mecs qui voulaient devenir riches via justement cet effet de groupe, et ils ne sont pas cachés, tu vois, ils l'ont montré. Et certains, je crois qu'ils ils ont dit qu'ils ont. Et là, il a montré 48 millions de dollars. Tu vois. Mais attention, c'est des positions ouvertes, c'est-à-dire que en finance, tant que si t'as acheté, que t'as pas revendu, ça reste ouvert. C'est-à-dire que l'action compte. Je t'expliquerai aussi pourquoi c'est des positions ouvertes, parce que j'en parlais avec des traders hier et c'était très drôle. Voilà. Et de l'autre côté. Tu veux dire par là qu'ils ont acheté sans se couvrir, c'est ça? Voilà, exactement. Ils ont beaucoup ont acheté des calls. Donc, des calls, c'est des options d'achat. Au tout début. Tu vois, au tout début, des calls avec ce qu'on appelle des strikes, donc, un cours d'exercice qui était très, très élevé, tu vois. Et c'était $120, je crois. Donc c'est des gens qui ont leveragé, c'est-à-dire c'est l'effet de levier, c'est-à-dire c'est rendre ces positions encore plus puissantes par des produits dérivés, des calls. En gros, quand tu achètes un call, ce qui est bien, c'est que tu peux perdre que la prime si tu as tort. Si tu as raison, tu décuples. Est-ce que tu veux qu'on donne un exemple? Je parle jamais de finance. Parce que voilà. En gros, tu mets un petit ticket, une petite option. Voilà, en gros, par exemple, si tu dis une action vaut 100 €, ok, et je pense qu'elle va aller à 200 €. J'ai deux choix. Soit je dis j'achète l'action à 100 €, ok,
Donc, si elle va à 200 euros, je gagne 100 euros. Soit je dis non. Je pense qu'elle va aller très très vite à 100 euros parce qu'elle est très volatile. Je vais acheter une option un mois à 110 euros. C'est quoi l'option un mois? C'est le droit d'acheter cette action à 110. Mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si l'action monte plus haut que 110, je l'achète. Sinon, je laisse l'option mourir. Et on va dire, voilà, imaginons que cette option vaille 20 euros. J'exagère énormément donc, si on va pour simplifier les calculs, si on va à 210 euros, alors j'ai gagné 100 euros sur l'option, tu vois. Et moi, comme j'ai investi que 20 en prime, j'ai fait x5 sur mon investissement. Donc, j'aurais pu acheter 5 options à 20 euros. Ils sont mes 100 euros que j'étais prêt à investir, tu vois. Et là, ça je vais faire levier x5. Donc, je vais gagner 500 euros au lieu de gagner que 100 euros. Mais c'est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que je peux tout perdre si j'ai tort. Alors que si l'action végète autour de 100, vaut 90 ou 105, eh ben, je vais gagner 5 ou perdre 10. Mais je vais pas, justement, perdre tout mon investissement. Mais eux, ils y sont allés plein pot. Je pense que il y a beaucoup d'insouciance et d'inconscience dans tout ça. Chez beaucoup d'entre eux. Et on en parlait avec les maximalistes du Bitcoin, ceux qui ont 0,3 Bitcoin et qui en font tout un bruit sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a des gens derrière qui savent exactement se servir de cette masse et la chauffer à bloc pour faire, parce que c'est pas possible d'attaquer des hedge funds et des banques, parce qu'il y a des banques qui étaient impliquées, et de les attaquer et de leur faire aussi mal, tu vois. Parce que c'est ce qui s'est passé. Complètement déconnecté de la valeur. Ouais. Tu vois, avec le Bitcoin, il faut bien que je dise Bitcoin, c'est pas Bitcoin. Avec le Bitcoin, ce qu'il y a avec, c'est que il vaut déjà 0 intrinsèquement. Donc la discussion de dire est-ce qu'il vaut quelque chose ou pas, c'est une discussion qui va nous mener nulle part, parce qu'il n'a pas de valeur intrinsèque. Donc c'est comme discuter est-ce que Dieu ou pas existe, tu vois, c'est pareil. Donc que le Bitcoin va être 35 000 $ ou 100 000 $ ou 0, c'est pareil. J'aurais pas assez d'arguments pour te prouver que il ne vaut rien ou il vaut 100 000 $, tu vois. Par contre, avec les actions, c'est possible. Parce que là, c'est comptable, c'est des chiffres. En gros, cette action a valu 3 $. Elle donne pas de dividende. Mais imaginons. Elle était à 3 $ à ce moment-là? Ouais, elle est descendue jusqu'à 3 $ au plus bas. Ouais. Donc, elle s'est fait d'abord attaquer au départ jusqu'à 3 $ et après, ils l'ont fait monter jusqu'à 20 $. Mais donc, quand elle était à 3 $, elle était en fin de vie, cette action. Elle était au bord de la faillite. Ouais. Disons que par miracle, elle arriverait à s'en sortir et à payer, allez, je vais être généreux, 5% de dividendes. Ça fait 5% de 3 $, c'est 15 centimes. Tu te rends compte combien il faut qu'elle paye de dividendes pour que tu arrives à tes 450 $? Imagine. Il y a rien. 10 ans, c'est 1,50 $. 100 ans, 15 $. Plusieurs générations, quoi. Non, 100 ans, c'est que ça. 1000 ans. 3000, ça fait 3000 ans, tu vois. Et en fait, c'est le cœur qui a parlé, la folie, l'insouciance, l'appât du gain, la cupidité. Il y a tout dans cette histoire. C'est pas une histoire de chiffres. C'est une histoire qui révèle, la faille de la finance. Tu vois? Comme la monnaie, qui est créée et magique, bah, tout ce qui se passe derrière est magique aussi. Tu comprends? Donc, c'est intéressant parce que, tu vois, comme ça, naïvement, comme tu l'as dit au début, tu as dit, regarde, finalement, nous, on avait dit que, tu disais que c'était pas possible de battre la finance, ainsi de suite, et vu de loin, on pourrait se dire que non, finalement, si tout le monde se regroupe, il est possible d'avoir un impact. Mais après, quand tu le regardes de plus près, comme tu viens de le décrire, c'est qu'en réalité, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus risqué, ça repose sur une foi énorme, sur quelque chose qui est complètement irrationnel. Concrètement, ça a eu un impact au niveau des hedge funds. On a même entendu du hedge fund en particulier, en l'occurrence, c'est Melvin. On a même entendu parler, mais apparemment, c'est qu'une rumeur qu'il était au bord de la faillite suite à cette action. Oui, mais il s'est fait aider, en fait. Il s'est fait aider, c'est ça? Ouais, il s'est fait aider. Mais ce qui est plus important, c'est ce que tu viens de dire. Ce qui se passe là, on a attaqué la finance. Si on considère que il y a une partie de mal dans la finance, il y a du bien et du mal, mais beaucoup plus de mal que de bien, à mon avis. On l'a combattu par le mal.
par la cupidité, par l'appât du gain, donc la cupidité, par l'insouciance, par l'envie de se venger, comme on a dit, ceux qui ont galéré en 2008, etc. Et on a vu les témoignages dans l'article du Monde. Je pense qu'il y a une mauvaise approche, en fait. Bien sûr, ça fait plaisir de voir ça, que c'est beau, etc., et que tu te dis, ouais, le fort, il est pas si fort que ça, il a montré ses faiblesses. Et surtout, moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est comme ce qui se passe avec le Bitcoin, c'est que d'une certaine façon, ça montre les failles de la finance, ça montre les failles de l'idée de monnaie. Tu vois, que c'est construit sur la foi, de la croyance, et que c'est magique, etc. Ok? Mais c'est pas la bonne solution. Mais comment faire? Est-ce que là, cette façon-là, elle est violente et elle va créer. J'ai appelé mes gars, je leur ai dit faites gaffe. Ça c'est une première onde sismique. Ça va créer du désordre, de l'entropie. Ça va. Il y aura d'autres cas similaires, c'est ce que tu veux dire, ou tu veux dire qu'il y aura des conséquences à ça? C'est, tu sais, la finance et les marchés c'est comme je sais pas si tu joues ça avec tes enfants, toi, fragile, ça s'effondre. C'est un bon petit coup de poing dans cette tour-là, fragile. Tu vois ce que je veux dire? Cap-là. Et je pense qu'il va avoir c'est une première onde de choc et ça va créer des remous et de la volatilité. Tu vois? Et on va dire c'est à cause, et tu verras, ils vont dire vous voyez tout ce qui se passe, ça a déréglé le système, c'est à cause de ces petits gars de Reddit, etc. C'est eux qui, ou comme on a dit, de la finance. Ouais, comme on a dit avec Jérôme. Vous avez vu, Jérôme, c'est lui qui a un peu déréglé la finance, etc. Mais ça va pas, non. Ouais, justement, c'est vous, ça va pas. C'est vous qui avez instauré les règles. D'accord, intéressant. Et exactement, parce que comme tu dis, finalement, ils ont joué à leur propre jeu. Et là, pour le coup, c'est le hedge fund, c'est le gros requin qui a perdu. Et arrive Robin des Bois. Est-ce que tu peux nous parler de Robin des Bois? Parce que voilà, comme son nom l'indique, Robin Hood. Donc il est venu pour comme dans son tweet qui date de 2007, Let the People Trade. C'est un outil qui permet de démocratiser finalement le trading. C'est l'outil qui va être justement qui va permettre de réaliser ce genre d'opération. Il va être du côté des investisseurs, des petits porteurs. Ça c'est la fable, encore une fois, parce que donc ça c'est un courtier en ligne, pour que les gens comprennent. C'est celui vous ouvrez un compte chez lui et à partir de là vous alimentez votre compte en argent et lui vous permet d'acheter des actions avec du levier ou pas. Et ce qu'il a fait en fait, Robinhood, c'est de faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas de frais de transaction. Donc tu vas déjà, il n'y a pas de frais de frottement et tu peux y aller comme un grand directement. Il te laisse dans le marché, il te donne quelques outils pour que tu investisses. Mais cette plateforme est tenue par le système, tenue par Citadel, qui a un énorme fonds qui lui donne aussi les accès en bourse, etc. Et excuse-moi de la vulgarité, mais il a baissé son froc face à la pression. Donc Robinhood la pression de face à Wall Street. En fait, c'est une énorme bataille entre Wall Street et Main Street. Il fait partie de la matrice, il fait partie du système. C'est franchement quelqu'un qui se bat pour. D'ailleurs, l'image que je donne, donc ce Robinhood, il a interdit tout Wall Street s'est ligué pour se mettre d'accord pour que le système s'autorégule un peu. Une des premières règles qu'a fait Robinhood, et ils l'ont tenu 24 heures parce que face à la censure et face aux gens qui sont partis de Robinhood et qui ont commencé à mal les noter sur les plateformes comme Google, etc. Il a pendant 24 heures interdit l'achat et permis que la vente. Tu sais, on va s'arrêter 2 secondes parce que là, quelqu'un m'a dit tu parles trop de bien et de mal. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui est naturel, c'est d'acheter quelque chose, et ce qui n'est pas naturel, c'est de vendre quelque chose qu'on n'a pas. Robinhood, il a dit voilà, vous pouvez plus acheter. Vous pouvez juste vendre. Il a changé les règles. Et je donne l'image, je dis c'est comme si c'est une équipe de PH ou de district qui joue contre le PSG, elle lui flanque un 5-0 et à la mi-temps, il y a le PDG de président du PSG, l'entraîneur, il y a les gars de la FIFA, de la FFF, tous ils se réunissent tous ensemble, ils disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y en a, il a une super idée, on va leur dire qu'on a changé les règles du jeu du football.
Maintenant, ils doivent jouer qu'avec le pied gauche. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on peut vendre, mais pas acheter. Tu vois, et tu changes pas les règles du jeu en plein milieu. C'est-à-dire que toi, tu te permets d'aller attaquer des sociétés, les mettre à la faillite et faire en sorte que des ménages se retrouvent sans emploi. Mais par contre, quand toi, on t'attaque, et d'un seul coup, c'est la... Donc, les règles du jeu sont biaisées, tu vois. Sont biaisées. C'est propre de la finance. Moi, je ramène ça au Moyen-Âge. Le jour où on a permis que le pauvre devait payer plus le loyer de l'argent que le riche, c'est fini, on a biaisé la donne. Jusqu'à aujourd'hui, cette onde-là, cette décision-là, elle s'est répandue, elle s'est complexifiée, on est rentré dans des algos, dans des mathématiques, dans du calcul GIF, etc. D'ailleurs, toutes les mathématiques qui ont été développées sont faites justement avec des mécènes issus de ce monde-là. Le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, ils se sont fait avoir par l'exponentielle. On comprenait même pas ce que c'était qu'une exponentielle. Et donc l'exponentielle, c'est ce qu'utilisent les financiers justement pour calculer les coupons et les taux d'intérêt et l'usure. Et donc ils ont réussi à coloniser ces pays, pas par l'arme de fusil ou du canon, par l'exponentielle, par l'usure, par l'intérêt. Donc voilà, cette onde-là, à force d'ingénierie, etc., financière, est arrivée aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes complètement dans le digital, dans le virtuel, complètement déconnectés du réel. Et c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui de façon exacerbée, mais vraiment à un paroxysme où j'ai l'impression qu'on peut pas aller au-delà de ça. C'est là où je trouve ça super intéressant parce que ça revient exactement aux épisodes précédents où tu nous expliquais et justement cette entre guillemets un peu arnaque de la finance où les dangers du trading, où, voilà, on pouvait te présenter les choses et qu'en réalité c'était beaucoup plus compliqué, que les dés étaient pipés. On avait parlé également dans notre épisode de comment la tech nous faisait croire qu'elle allait révolutionner. Là, franchement, ça s'invente pas. Robin Hood, quoi. C'est Robin des Bois. On va démocratiser le trading. Enfin, tu peux pas faire plus un exemple plus loquace, plus éloquent que ça pour illustrer exactement ce que tu disais dans les épisodes précédents. Et là, on voit que la tech, elle se plie par terre. Robin Hood, eh bien, l'aide de People Trade, d'un coup, comme tu dis, ils censurent, plus droit d'acheter. Et Discord, l'outil qu'ils utilisaient beaucoup de ces investisseurs pour communiquer, très utilisé par les gamers, le serveur a été complètement, ils ont dit voilà, on coupe le serveur, il ne peut plus communiquer. Donc ça confirme, ça illustre cette histoire. Quand on va encore avancer un peu de plus en plus, elle illustre parfaitement ce que tu nous disais en fait dans les épisodes précédents à différents niveaux. C'est tout à fait ça. Alors moi j'ai besoin tu vois, pour avoir une pensée ou une idée, j'ai besoin de modéliser. Et là, ce qui se passe, c'est que en fait, on vit dans une illusion de liberté, constamment. On est au fond de la cave de Platon et on nous fait croire comme ça qu'on est libre et que de notre pensée, de notre argent, etc. En fait, on est libre de rien du tout. Et comment il faut voir ça, c'est que tant que on croira et on donnera notre confiance à des nœuds dominants de l'économie, tant qu'on sera dans cet esprit-là, on sera dominé. Et c'est quoi les nœuds dominants? Ce sont les banques, c'est Amex, c'est Mastercard, c'est Google, c'est TripAdvisor. Tant qu'on est dans une verticalité, on saura dominer. Ce qu'il faut faire, c'est justement notre confiance, arrêter de la diriger vers ces gens et de la diriger autour de nous, qu'on soit plus dans l'horizontalité, dans le local, dans le distribué. Tu vois, l'idée c'est d'être distribué. Et c'est pas grave, c'est autour de nous. Il y a un nœud plus important que l'autre parce qu'il est plus digne de confiance ou de recommandation. C'est pas grave. Mais faisons-nous confiance les uns les autres parce que tant qu'on vivra justement dans cette verticalité, nous saurons dominer. C'est ça. Intéressant parce que voilà, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que justement quand on gratte là par exemple c'est un extrait apparemment un rapport de Bloomberg qui explique que bien en fait donc
la société, le hedge fund Melvin Capital, qui donc a accusé c'est plus de 3 milliards de pertes suite à ce qui s'est passé. Eh bien, un de ses parents, donc de cette compagnie, c'est Citadel, qui a priori, eh bien, serait un investisseur, parce qu'il dit Gabe Robinhood, ça serait un investisseur, donc dans Robinhood. Donc on verrait les en fait, ils se serrent tous les coudes, tu vois. Par exemple, Citadel, il donne la connexion à Robinhood, mais aussi de l'autre côté, c'est lui qui vient en aide de Melvin Capital, parce qu'il se dit quoi? C'est ses clients, tu vois. C'est ses potes. Lui, il mange pas avec le petit gars de Reddit tous les soirs dans un salon feutré, un club privé où il y a que des financiers. Ouais. Ils ont fait en version 3.0 là, les gars de Reddit. Ça existe depuis la nuit des temps. Ces gars, les ultra riches là, se concertent, se rencontrent dans des salles. Moi, j'habite à Londres. Ils se concertent dans des salons feutrés de méfaits, dans lesquels j'ai été invité. Donc, j'ai vu de mes propres yeux. Ils se concertent, ils parlent de leur position, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils devraient faire. Et c'est là que je me suis rendu compte, moi, quand moi je traitais, tu vois, parce que moi je les avais avant en face de moi. Par exemple, il y en a un qui arrive, il traite face à toi. Donc moi, j'essaie de me couvrir ou de voir est-ce que j'ai envie de garder la position ou pas. Et d'un seul coup, d'autres hedge funds, d'autres gars arrivent avec, par miracle, la même idée. Et ils te font mal. Et s'ils font mal à nous, imagine ce qu'ils font aux petits investisseurs. Alors que nous, on est censé un minimum avoir de l'info. On est en banque, on a nos vendeurs, on a nos analystes, on a tout. En fait, c'est des gens, ils travaillent de concert. Ils travaillent sur la manipulation des cours de marché. Ils sont connectés, quoi. Oui, ils sont connectés. Et ils ont en plus, alors ça, c'est quand ils se concertent. Normalement, c'est interdit. Mais en plus, ce qu'ils font aussi, c'est par moment du délit d'initié. Ils invitent un directeur financier d'une boîte à dîner, à aller à Ibiza. Je s'arrête là. Et tu vois, ils arrivent à tirer de l'info que nous, on n'a pas. Ou parfois, ils sont au plus près des bilans comptables, de l'état de la société, de savoir ce qui va se passer prochainement. Et c'est un milieu petit, tu vois. Ils se connaissent tous. Et eux, c'est ce que je te disais la dernière fois, et c'est pour ça que je disais, je peux pas aller dans la finance, c'est que qu'est-ce que c'est que la finance des marchés à la fin, c'est la commercialisation du temps, mais aussi le biais d'information. C'est-à-dire que eux ont plus d'informations que toi, tu peux en avoir. Tu vois, eux, ils jouent avec des crampons Copa Mondial. Toi, t'es pieds nus. Tu peux pas te battre avec eux, tu vois. Et c'est ça un peu l'idée, c'est que vous êtes pas dans la même matrice. Ils ont de l'info que toi, t'as pas. Tu vois, par exemple. Et quand même tu gagnes, eh ben, ils arrivent à trouver le moyen de couper quand tu gagnes avec tes propres jeux, qui est un exploit, parce que ça reste historique. Il siffle une pause et il change les règles du jeu et vas-y, on reprend. Oui, l'arbitre, il est avec eux, l'instance, les instances sont avec eux. Tu vois, par exemple, moi, personnellement, donc c'est pas dans le vent, j'ai fait énormément de rapports pour dire, voilà, je pense que là, tel et tel gros a fait une manipulation de marché où il était initié sur ce deal-là, etc. Donc, je passe ça à ma banque, ce qu'on appelle les compliance. Eux font leur boulot, le passent aux autorités supérieures. Donc, aux États-Unis, c'est la SEC. Mais tu verras, la SEC agit rarement. Ouais, une fois ou deux, ils ont été venir chercher quelqu'un ici en banlieue. Ils ont dit qu'il était au banlieue de Londres. Ils ont dit qu'il était un petit gars qui était dans son garage. Ils ont dit qu'il était responsable du flash crash de 2010. De qui on se fout, tu vois. Jamais ils vont te chercher ces gars-là. Hein. Ils vont te chercher. Parce que là, normalement, là pour le coup, normalement, Robinhood devrait être inquiété parce que ils vont les chercher un par un, je pense. Les gars de Reddit, ils vont aller les chercher un par un. À moins qu'ils aient. Et pas Robinhood. C'est pas Robinhood qui est censé être inquiété là. Ben non, parce que Robinhood, lui, il pourra dire, voilà, j'ai fait le nécessaire, je les ai boycottés, tu vois, j'aurais interdit d'acheter pendant 24 heures, mais face à la révolte ou quoi que ce soit, ben c'est vrai que j'ai dû les réautoriser à en acheter une ou deux. C'était très restreint pendant un moment, tu vois. Mais c'est incroyable parce que eux, ils ont juste exercé un droit enfin, je veux dire, ils ont rien fait d'illégal à partir du moment où tu as acheté. C'est notre Robinhood qui devrait être inquiété parce qu'ils ont coupé cet accès-là pendant une journée. Et en fait, t'as beau manipuler les marchés.
c'est interdit. C'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait une intention malveillante. Et, là, ce qui est bien, c'est très subtil comme définition. Non, mais ouais, moi je serais leur avocat, c'est très facile. C'est une opération insouciante. Parce que c'est ce que j'expliquais avec un de mes ex-traders, on en discutait. Je lui ai dit, mais tu crois qu'ils ont couvert leur call? Parce qu'en fait, quand ils ont acheté leur call, une fois que donc c'est des calls, c'est des options d'achat. Une fois que l'action vaut 4 ou 5 fois le prix d'exercice, et cette option est purement, elle agit purement comme une action. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'optionnalité. C'est purement une action, presque. Et donc, je lui dis, et normalement, quelqu'un de sensé qui voit un stock passer de $3 à $400, tu vois, ça aussi, c'est un mythe de la finance, tu vois, parce que t'es censé être efficient. C'est-à-dire raisonner. Eh ben, quelqu'un de raisonné, quelque chose qui passe de 300 à 400 et qui donne au mieux 15 centimes de dividende, alors que pour l'instant c'est 0, bah, tu la vends, tu vois. Tu la vends. Et lui, il m'a dit, mais t'es fou. Il me dit, je pense même pas qu'ils les ont couverts. C'est pour ça que le stock vaut 450. Eux, ils voient juste les chiffres. Ça fait que de monter. Pourquoi tu voudrais qu'ils vendent, tu vois? Je dis, waouh, si c'est ça, il va avoir un bain de sang à la fin. Parce que, à un moment, la fiction de la finance va rattraper la réalité. Ben non. Ouais. Il va y avoir, et ce qui est marrant, c'est que c'est pas que Melvin qui saigne. Il y a lui, il y en a d'autres qui sont dit quoi? Parce que Melvin, le hedge fund, lui, il a fermé ses positions. C'est-à-dire que lui, ses pertes, il les a, ça y est, elles sont actées. Regarde, je te propose, va sur, si tu veux comprendre cette histoire, tu vas regarder, essaye de savoir, comme un loup qui veut attaquer des moutons, quel est le plus faible, et tu t'attaques au faible. C'est ça un peu l'esprit de la finance. Et là, ce qu'ils ont fait, tous les hedge funds, ils se sont mis de concert pour attaquer GameStop. Donc ils ont tellement été gourmands qu'ils en ont vendu 140% de l'entreprise. Je sais pas si tu arrives à imaginer. C'est comme si des lions attaquent un buffalo, ils le mangent en entier, mais ils mangent 40% de plus du buffalo. On sait pas où ils l'ont trouvé, le pauvre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai écouté quelqu'un qui me disait, mais comme il y a plus de rendement, comme il y a plus de rendement dans de la dette, donc les gens veulent pas prendre leurs pertes sur Melvin, ou ils doivent les prendre. Et donc ce qu'ils doivent faire, c'est ils doivent libérer du cash. Et comment ils libèrent du cash? En vendant ce qui a laissé de l'argent. Donc tu peux avoir Facebook à -3, Apple à -3 aussi, et même Elon Musk, donc Tesla à -5%. Donc ces gens libèrent de l'argent, vendent de l'argent, touchent du cash pour le ramener, pour éponger leur perte, ou pour toujours être dans le game. Ils disent non, c'est comme au poker, hein. Tu rajoutes de la, je vais être dans le game. Tu penses qu'on fait cette logique-là? De dire, tiens, je remets encore Ben, imagine, l'action vaut vraiment pas plus que $3. Ouais, c'est fou, ça. C'est assez fou, mais il va se dire, mais lui, il va se dire, mais ça peut valoir peut-être 1000 demain. Et là, c'est tout le monde qui est ruiné. Moi, en 2008, quand il y a eu Volkswagen, 2008, il y avait Volkswagen préférentiel, ok, avec la Volkswagen ordinaire. C'est deux actions qui n'ont pas les mêmes droits de vote, ok, et qui vraiment, c'est les deux mêmes actions de la même société. Et encore une fois, il y a le cœur qui a parlé. Il y a deux familles, la famille Porsche et l'autre famille. Donc, en gros, c'est la famille, c'est ceux qui ont repris un peu Volkswagen et qui voulaient reprendre la maison mère, en fait. Porsche. En fait, on commençait à se fighter parce que ils voulaient récupérer, chacun voulait acheter l'un et l'autre. Ok, ils ont commencé à se fighter, etc. Et des gens ont commencé à avoir un écart de cours entre la Volkswagen préférentielle et la Volkswagen ordinaire. Je me suis dit, mais c'est débile cet écart de cours. C'est la même société qui donne les mêmes dividendes et elles doivent valoir la même chose. Il y a juste peut-être un écart de droit de vote, etc. Donc ils sont rentrés dans le spread, ce qu'on appelle dans le quart, et ils se sont brûlés les mains. Pourquoi? Parce qu'il y avait le cœur. Le gars, pour honneur, moi je vous prête pas les stocks. Vous avez vendu à découvert, je vous prête pas les stocks. Et c'est moi qui les détiens en majorité, et je vais vous embêter, je vais continuer à en acheter d'autres. Et donc, il s'est passé ce qu'on appelle un short squeeze. Une personne capable de prêter des stocks pour la vente à découvert, plus tous les jours, il perdait. Donc, au départ, elle valait à peu près 80 € chacune. Il y en a une, elle est descendue à 40, l'autre est montée jusqu'à 1000. C'est la même action. Une 40, une 1000. Oh, le spread est violent, là.
un bain de sang. Et donc, avec cet exemple de Volkswagen, ça prouve qu'il y a tout le temps une déconnexion entre le réel, c'est-à-dire la société en elle-même, celle qui fabrique les voitures Volkswagen, et la fiction, cette action qui est censée représenter. Et tu vois, il y a le cœur qui est rentré. Là, c'était une histoire familiale, de vengeance familiale, tu vois, d'honneur. Ben là, c'est pareil avec GameStop. C'est terminé comment pour Volkswagen, du coup? Après, une fois que tout le monde s'est fait détruire, que les pertes ont été annoncées, et petit à petit, le spread s'est resserré jusqu'à devenir normal. Voilà. Et ça s'est normalisé, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais ça s'est normalisé. Mais tu vois un peu que, un moment, il va y avoir un moment où on va se reconnecter au réel. Mais c'est, tu sais, pour prendre un peu de hauteur et faire un tout petit peu de philosophie financière, ce qui se passe, c'est vraiment la déconnexion qu'on a entre la matière et le spirituel. Nous vivons dans un monde qui est 100% dans la matière. Notre barycentre, il est sur la matière, alors qu'il devrait être équilibré, tu vois, entre l'amour des choses matérielles et l'amour de choses qui sont encore, tu vois, plus immatérielles, tu vois, plus fortes, plus hautes, tu vois. Et ce qui se passe là, c'est que c'est d'une certaine façon un transfert qui se passe vers ce monde virtuel de la finance qui l'emporte. Et puis c'est déconnecté complètement du réel. En fait, c'est que je te promets, si les gens travaillaient un peu plus sur eux, que ce soit les financiers ou autres, ou les petits, il n'y aurait pas ce genre de phénomène. Parce que il est nourri par la cupidité, l'envie de réussir, la vengeance, le cœur, l'honneur. Et tu vois, et c'est exactement là où on est, tu vois. Je pense qu'il y a matière à faire en sorte que on régule un peu cette jungle financière. C'est intéressant, c'est parce qu'en fait tu reviens, tu vois, c'est vrai que tout ce que tu as cité, c'est toujours un peu l'origine du problème. C'est-à-dire, tu as parlé d'honneur, d'ego, cupidité, d'avidité. Toutes ces choses-là, et ça c'est vrai, que ce soit dans la finance, que ce soit un peu dans tous les domaines. Dans la finance, c'est encore plus, c'est décuplé, voilà. Et c'est vrai que c'est cette course matérielle, course aux richesses qui nous mène finalement tous à notre perte, quoi. Ouais, pense à la ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on voyait bien là justement que finalement Robinhood, qui se prétendait être démocratisé, toujours les termes bien marketing, démocratiser le trading pour tous, blablabla. Au final, on le voit là ils ont plus de 50 investisseurs qui comptent parmi de gros venture capital. Voilà, donc ils travaillent de concert, comme tu disais tout à l'heure, ils sont tous connectés, les gros investisseurs, les grosses boîtes. Comme tu l'as dit, Google, parce que suite à ça, il y a eu des centaines de milliers d'utilisateurs qui sont partis donc juste mettre une review, une étoile en critiquant donc Robinhood, et Google a supprimé une grosse partie, comme tu disais, de ces reviews une étoile qui critiquaient du coup Robinhood en disant que c'était pas organique, c'était un petit peu un coup monté. Et donc la question, qui sont les clients, point d'interrogation, finalement, pour qui travaille Robinhood? Est-ce que ces clients, ce sont les petits porteurs, ou est-ce que finalement ils travaillent pour les investisseurs? Un peu comme Facebook, où on t'explique que tout est gratuit, et qu'en réalité, comme on sait maintenant, la fameuse citation, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et donc là, c'est un peu la même question avec Robinhood. Tu vois, tu te poses la question, qui est vraiment le client? On vit dans un monde d'illusions. C'est que à la fin, Robinhood, il se couche parce que il ne fait pas ça pour le bien. Il fait pas ça par altruisme. Il fait ça pour justement générer du rendement à ses investisseurs. Tu vois? Donc d'une certaine façon, il se couche vers un maître un peu invisible, qui est l'argent. L'argent. Oui, bien sûr. L'argent et le rendement de l'argent. On en revient toujours à la même chose. Ouais, lui, il a besoin justement, il ne peut pas casser les reins de ses investisseurs et
de ce milieu de Wall Street qui lui donne les connexions au marché, etc. Ouais. Tu sais, on vit vraiment dans un monde et je demande aux gens justement d'ouvrir les yeux, d'enlever le sceau qu'ils nous ont mis là, nous aveugle, et d'essayer de comprendre qu'on vit dans un monde où tout est argent, tout est fait pour, comme tu le dis avec les GAFAM, etc., pour orienter nos achats, nos pensées politiques et faire du marketing, etc. Tu vois, quand ils viennent, ils enlèvent une étoile. Si les gens sont mécontents de Robin Hood et qu'ils mettent une étoile, de quel droit tu changes les règles? Tu vois, on est dans une pseudo-démocratie, en fait. On a délégué à des institutions privées qui sont là pour faire de l'argent, on leur a délégué justement cette démécratie. Donc, droit d'expression, quoi. Exactement. Pour continuer et presque boucler la boucle, on va revenir. Donc, on continue dans cette aventure, dans cette folle histoire, qui reste encore une fois ce qui s'est passé vraiment de très historique. Et on revient sur un propos que tu avais tenu, sur lequel tu insistais sur l'un de nos derniers épisodes, où tu disais qu'il va y avoir donc une lutte acharnée. Alors, à ce moment-là, sur cet épisode, on parlait de Bitcoin, des bitcoins, du combat entre les bitcoins et donc les monnaies fiat. Et là, on voit également ce combat qui se déplace sur un autre terrain au niveau de la finance entre le Main Street et Wall Street, parce que là, c'est une question que j'allais te poser et te dire, est-ce que ce type de ce qui s'est passé, cette approche-là où voilà, il y a une organisation pour acheter massivement, ça peut se reproduire. Ils ont essayé sur Reddit, donc ces petits investisseurs, ils ont essayé de reproduire la même opération sur Nokia, sur AMC, sur American Airlines, AMC Cinéma, et ils l'auront bloqué. Pareil, Robinhood, par exemple, a bloqué l'achat de ces actions-là. Et donc, on revient simplement à cette lutte acharnée. Toi, qu'est-ce que tu penses justement par rapport à ça, cette lutte acharnée? La finance a montré sa faiblesse. Wall Street a montré sa faiblesse. Et en agissant ainsi, en fait, ils vont même contre leur loi, tu vois, de libre marché, l'efficience des marchés, laissons le marché libre décider des prix, etc. Mais on le voit, ce sont que des mensonges. En 2008, quand les banques étaient à zéro, la Banque centrale et les États sont intervenus, donc le marché n'est pas libre. En 2011, quand il y a eu la dette souveraine et que les banques européennes allaient toutes à zéro, ils ont fait du ban short selling, c'est-à-dire interdiction de vente des banques. Tu vois, ils ont changé les règles en cours de jeu. Donc toi, tu te retrouvais... Il y avait déjà un short selling qui était obligé de prouver que tu avais l'action avant de la vendre. Mm-hmm. Tu vois, parce que, tu vois, ils changent complètement les règles du jeu. Donc, c'est Guillemin qui disait ça. Il disait, en gros, le néolibéralisme, ce monde-là, moi, j'aime pas utiliser ce mot de néolibéralisme. La finance, c'est un monde de riches fait par les riches pour les riches, tu vois. Ouais. Et on est tous ces sociétés modernes dans lesquelles on vit, ça devrait être ça. Il n'y a pas liberté, égalité, fraternité. C'est un monde de riches fait pour les riches, tu vois. Et la finance a montré sa faiblesse et surtout a montré qu'elle baisait les règles et surtout encore plus, elle vient de donner une énorme publicité. Elle a fait gagner, je sais pas, des années à la finance décentralisée et aux réseaux sociaux sans organe central. Vous pouvez pas faire plus de pub à Telegram, à Mastodon, etc. que avec ce qu'ils ont fait en bannissant Trump ou en faisant ce que Wall Street a fait. Et alors le pendant des réseaux sociaux pour ce qui s'est passé avec GameStop, c'est que on va aller vers plus de finances décentralisées. Mais est-ce que ça veut dire que ça va être mieux? Tu vois? Est-ce que les gens, le fait que ça soit décentralisé et que ça soit, est-ce que les gens justement vont agir mieux? J'en sais rien. Ça sera encore moins régulé. C'est-à-dire qu'on perd le contrôle souverainement sur la finance. Tu vois? Ouais. Et on va laisser justement à une finance décentralisée à suivre. Et tu penses que Wall Street va évoluer du coup ou juste sanctionner et garder le même et continuer dans le même principe de fonctionnement? Ouais, ils vont essayer de garder la main mise sur mec, ils ont la main sur un trésor. Il faudrait qu'ils le laissent. Tu vois, jusqu'à la mort. Tu vois, si ça peut nous entraîner tous au fond du gouffre, ils continueront. Moi, je donne toujours l'exemple du TGV. T'es sur un TGV, tu sais qu'il roule à 300 km/h.
et il va s'éclater en gare. Eux, ils sont en première classe, ils lâcheront jamais leur siège, tu vois. Ouais. Ils mangent bien, il leur reste combien d'années, 10, 20 ans, ils se disent, moi, tant qu'il n'y a pas de crise, voilà, je suis bien, je lâche pas le morceau, je suis en première classe. Et toi, t'es en school, bah, vas-y. Ouais, je te jure, hein, c'est Titanic, hein, ce qu'on vit. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que, comme dans Titanic, c'est sûrement eux qui vont avoir les canaux à la fin, tu vois. Ouais. Et surtout, j'aimerais bien qu'on prenne un tout petit peu de hauteur pour conclure. Tout ça, c'est à cause des banques centrales. Elles n'ont pas été justes. Elles ont été du côté de la finance qui était cupide et qui nous a mis dans ce marasme. Et ils sont allés les sauver, les sortir, et après, ils ont continué à faire de l'argent comme si de rien n'était. En 2008, c'est ça? En 2008, etc. Et qui a payé? C'est le peuple. Et d'une certaine façon, en faisant ça, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont complètement déréglé le marché. Ils ont, par leur action, ils ont vachement réduit le coût du risque. On avait parlé, c'est vraiment un caractère divin qu'ils ont eu, de dire le futur n'est plus risqué. Ils ont ramené le risque à zéro. Il n'y a plus de risque. OK? Ce qui a fait que tous les actifs sont montés. Et donc, les gens vont chercher de plus en plus d'investissements dans les hedge funds, dans les dérivés, dans les états, les plus risqués. Et c'est vraiment, en fait, ce qui se passe, c'est complètement, ils ont fait une distorsion du marché. Ils l'ont déséquilibré. Et c'est ce qu'on vit, là. Et on va en vivre de plus en plus. Et on va aller vers un monde, en fait, ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu tuer le risque dans le monde de la dette. Et ben, ils vont le transférer dans le monde des actions, dans le monde de l'immobilier, dans le monde des actifs, dans le monde des cryptos. Et le risque va aller là. Et pourquoi ils cherchent tant que ça le risque? C'est parce que plus c'est risqué, plus c'est rentable, plus c'est intéressant? Bah oui, plus c'est risqué, plus c'est rentable. Plus c'est volatile, plus c'est rentable. Plus tu risques gros et plus tu gagnes gros. Et comme ce qui n'était pas risqué avant, c'est-à-dire investir dans un État qui va investir dans des écoles et des hôpitaux, ça rapporte rien maintenant, voire du négatif, et ben ils se tournent vers cette finance fictive. Et ça, c'est de la faute de la BCE. Ces gens, ils doivent être traînés devant un tribunal, parce que eux le savent, ce que je raconte. Il n'y a aucun économiste qui dira ce que je dis comme ça aussi ouvertement. Peut-être quelques-uns. Il y a Béchade, de la Marche, etc. Ils peuvent le dire. Mais qui les entend? Tu vois? Il faut vraiment que les gens se réveillent et que constamment dans nos décisions, si on veut un monde équilibré et pas chaotique, il faut tout le temps chercher l'équilibre et la justice. Mais c'est des gros mots, ça, maintenant. Ça embête tout le monde. Voilà. J'entends souvent les universitaires, la morale, moi je suis neutre, l'économie c'est une science, etc. Mais c'est pas vrai. On voit les conséquences. Si on met pas d'éthique dans notre façon de concevoir l'économie, ben voilà les conséquences. Et ce n'est qu'un début. Plus confiance dans la monnaie, quoi. J'ai investi dans le réel. J'ai quasiment fini là. Voilà. Donc là maintenant je vais regarder comme un spectateur de l'an ce qui se passe. D'accord. Bon, bah écoute, Nice, merci beaucoup pour ton intervention sur cet épisode qui est peut-être historique, qui est peut-être un tournant même. On va le voir par la suite. Oui. Et on n'hésitera pas à te solliciter pour si ton emploi du temps le permet, pour d'autres actualités peut-être qui arriveront, parce que ça risque d'être riche là. Hein. Ça pousse en ce moment. Ça s'accélère. La finance, elle est exponentielle, l'usure exponentielle, ben les mouvements vont être de plus en plus accélérés. On va s'habituer de plus en plus à des choses de plus en plus folles. En espérant que ça touche pas aux vies humaines. Conséquence. Merci à toi, Alice. Merci pour tout. Ciao. Ciao.